Achat de voix, pression, l'Union européenne très sévère sur le déroulement des élections au Liban qui marquent un recul du Hezbollah et de ses alliés. Le spectre de la guerre en Ukraine va planer sur le festival de Cannes. Les Russes pro-Kremlin n'ont pas été autorisés à venir sur la croisette. Ces événements ont changé ma vie à jamais. Voici les mots de Jesse Hughes, chanteur du groupe de rock américain Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir de l'attaque djihadiste du 13 novembre 2015. Il était auditionné ce mardi par la Cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre du procès des attentats. Avec émotion, il a évoqué sa difficile reconstruction et son sentiment de culpabilité, alors que 90 personnes venues voir son concert ont été tuées ce soir-là. Je pense aux familles des victimes tous les jours, a-t-il déclaré. Jesse Hughes a toutefois assuré avoir pardonné aux pauvres âmes qui ont commis ces actes, selon ses mots. Je me sens mieux. J'étais entouré par l'amour et mes amis ici en France, et l'amour gagne. Vous avez dit que vous leur aviez pardonné? Oui, c'est important de pardonner. Je suis chrétien et tout le monde peut être perdu et tout le monde a besoin de trouver le chemin et la plupart de ces messieurs le font, alors je leur pardonne et j'espère qu'ils trouveront eux-mêmes la paix de Dieu. Le procès titanesque des attentats de Paris a commencé le 8 septembre dernier et doit se dérouler jusqu'à la fin du mois de mai. 20 personnes sont dans le box des accusés, dont 14 ont comparu physiquement devant la cour d'assises. Parmi elles, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos et qui a présenté ses excuses aux victimes des attentats au terme de son dernier interrogatoire. Surprise au Liban, le Hezbollah pro-iranien et ses alliés ont perdu la majorité au Parlement. Les élections de dimanche, dans ce pays miné par la pire crise socio-économique de son histoire, ont également offert au moins 13 sièges aux candidats pro-réforme. Issus de la contestation populaire de 2019, ils réclamaient le départ de la classe politique et une refonte totale du système politique. Le ministre de l'Intérieur soutient que ces élections se sont déroulées sans fraude. Nous avons parfaitement surveillé le processus électoral et les juges ont fait leur travail et nous n'interférons pas dans les résultats. Ce n'est pas ce qu'ont constaté les observateurs internationaux, comme nous l'explique notre correspondante sur place. La mission de l'Union européenne au Liban chargée d'observer les élections a publié son rapport préliminaire. Elle a été très critique, disant qu'il y avait des achats de vote généralisés avec de l'argent mais aussi avec des avantages en nature. Certains partis donnant aux gens des choses comme des générateurs, du carburant en échange de vote. Et cela à un moment bien sûr où les Libanais souffrent de la pire crise économique financière depuis des mois. Près de 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Des cas d'intimidation des électeurs ont également été signalés dans les bureaux de vote où des agents des partis ont emmené des gens voter afin de les surveiller et de s'assurer qu'ils votaient pour les bonnes personnes. Il y a eu quelques violences, mais elles étaient localisées. Il y a également eu des obstructions à l'encontre de certains candidats, en particulier des femmes. Il s'agit donc d'une interprétation assez mauvaise du déroulement du vote. Étant donné le contexte dans lequel se trouve le Liban, c'est déjà une bonne chose qu'une élection ait eu lieu, mais elle est bien en dessous des normes internationales. Shona Murray, Euronews, Beyrouth. La polémique au sujet du burkini revient sur le devant de la scène en France. Cette fois, c'est à Grenoble où le conseil municipal, après un vote serré, a donné son feu vert lundi au port du burkini dans toutes les piscines municipales. Le nouveau règlement a été adopté par 29 voix pour, 27 contre et 2 abstentions. À la tête d'une large coalition de gauche, le maire écologiste Éric Piolle a réussi à rassembler le nombre de voix nécessaires, bien que 13 membres de sa propre majorité se soient déclarés en désaccord et se soient désolidarisés pour le vote. Le nouveau règlement intérieur impose le port du bonnet de bain et exige des maillots en tissu spécifiquement conçus pour la baignade avec des formes ajustées près du corps et un usage réservé à la piscine. Selon l'Institut d'études de la guerre, les forces russes ont mené lundi des offensives terrestres limitées et largement infructueuses le long de la ligne de front en Ukraine. Mais les frappes de missiles et d'artillerie russes ont récemment augmenté dans plusieurs zones frontalières alors qu'une contre-offensive ukrainienne dans le nord-est prend de l'ampleur.
Dans la région de Tchernihiv, au nord de Kiev, le chef de l'administration militaire a déclaré que les Russes avaient tiré des missiles sur le village de Desna ce mardi matin. Dans la région du nord-est de Soumy, l'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait effectué des tirs d'artillerie depuis la frontière. Près de Kharkiv, les bombardements russes se sont également poursuivis dans certaines parties de la région, selon le chef de l'administration militaire régionale de la ville. Les Russes tentent notamment de tenir la frontière et d'empêcher les troupes ukrainiennes d'avancer plus au nord. C'est une stratégie différente des précédents retraits russes autour de Kiev, Tchernihiv et Soumy, plus tôt dans la guerre. Les Russes s'étaient alors complètement repliés sur le territoire de la Russie. Le long des lignes de front à Louhansk et Donetsk, les soldats russes ont tenté plusieurs percées, mais ces avancées ont toutes été repoussées selon les autorités ukrainiennes. Les tirs d'artillerie et les frappes aériennes se sont toutefois poursuivis à l'est. Il y a également eu des tirs de missiles dans l'ouest de l'Ukraine. Une base militaire ukrainienne à environ 15 km de la frontière avec la Pologne a été visée par une attaque russe tôt mardi matin, selon Maxime Kozitsky, chef de l'administration militaire régionale de Lviv. La branche régionale du chemin de fer et des infrastructures aurait été endommagée. Le ministre britannique de la Défense a lui déclaré que la Russie était prête à utiliser l'artillerie contre des zones habitées sans distinction et sans proportionnalité. Selon la mise à jour des renseignements britanniques, la Russie continuera probablement dans les semaines à venir de s'appuyer fortement sur des frappes d'artillerie massives alors qu'elle tente de reprendre l'avantage pour avancer dans le Donbass. Les derniers préparatifs à Cannes avant l'ouverture ce mardi du plus célèbre des festivals dédiés au 7e art. 21 films sont en compétition pour cette 75e édition qui verra défiler sur le célèbre tapis rouge de nombreuses stars du cinéma. Ce festival de Cannes se déroule dans un contexte international particulièrement sensible. Le Festival de Cannes s'ouvre ce soir après 2 éditions marquées par la pandémie, alors même que la guerre en Ukraine fait rage en Europe. Cannes, c'est bien le glamour et le star system, mais c'est aussi des films venus du monde entier qui parlent de l'état de la planète et de ceux qui la peuplent. Cette année en compétition, des films venus de tous les continents. De Russie, comme le Tchaïkovsky Wife de Kirill Serebrennikov, longtemps assigné en résidence dans son pays et qui sera là cette année. D'Amérique, avec notamment le dernier Cronenberg, Crimes of the Future, avec Kristen Stewart et Léa Seydoux dans un futur glaçant et monstrueux. Et bien sûr l'Europe, avec une belle représentation et pas moins de 14 films venus de France, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de Roumanie ou encore de Suède. Une palme d'or d'honneur sera remise à Forest Whitaker pour sa carrière incroyable d'acteur, mais aussi de producteur engagé, puisqu'il vient sur la croisette accompagné de son documentaire sur le Soudan, For the Sake of Peace. Un autre Américain d'un autre genre sera aussi à l'honneur, Tom Cruise pour Top Gun Maverick, qui sera sur le tapis rouge dès demain. Un rendez-vous attendu par des milliers de fans. Enfin, c'est Coupé, Final Cut du français Michel Hazanavicius qui ouvrira le bal ce soir. Le film est un hommage déjanté au film de zombies. Il devait s'appeler Z, mais au regard de cette lettre funeste utilisée par l'armée russe, le réalisateur a préféré changer de titre pour éviter toute confusion. Cinéma et politique ne sont donc jamais bien loin, et c'est aussi ça l'importance de Cannes. Au Palais des Festivals, Frédéric Ponsard pour Euronews.